Leur acuité est basée sur le mouvement. Eh bien, écoutez, messieurs, nous sommes en direct. Normalement, nous sommes en live, mais je crois que nous nous entendons pas. Alors, nous allons donc jouer à un jeu de rôle dans l'univers des pirates. Nous allons donc jouer dans les Caraïbes, vers la seconde moitié du XVIIe siècle, environ vers 1640 si je ne dis pas de bêtises. C'est un univers fantastique, où la magie existe, la malédiction, la magie vaudou existe dans cet univers-là. En termes de système de jeu, nous allons utiliser le système Savage World, qui est un système un peu particulier. En fait, vous verrez en cours de jeu, on réexpliquera un peu plus précisément les règles, juste pour vous donner un peu les informations au départ. En gros, chaque caractéristique, comme dans tout jeu de rôle, tous les personnages ont un certain nombre de caractéristiques, sauf que ça n'est pas un chiffre qui est donné, mais un dé qui correspond à cette caractéristique. À chaque fois qu'un de nos personnages, qu'un de nos héros doit faire une action qui a une certaine complexité, par exemple, le personnage de Maxence, je ne sais pas, qui doit faire un jet de force parce qu'il fait un bras de fer, Maxence va regarder sur sa fiche de personnage, donner sa caractéristique de force. C'est 4. Tu vas devoir lancer un des 4 et un des 6, car tu es un personnage à part entière, un héros. Donc, sur tous tes tests, tu lanceras à chaque fois ton dé de compétence et un des 6 en plus. Lance le dé. Lance le dé. Tu choisis le meilleur résultat entre les deux. Tu as fait 2 et 3, c'est donc un échec, car dans Savage World, c'est toujours 4 ou plus pour réussir une action. Il peut y avoir des malus ou des bonus, mais 4 ou plus, c'est toujours le seuil normal de réussite ou d'échec d'un test. En l'occurrence, tu n'as pas réussi ton test. Ok. Mais, petite précision, vous êtes des personnages, des héros à part entière, vous avez donc ce qui s'appelle des jetons, des louis d'or. Je vous invite à ouvrir les coffres qui sont en face de vous. À l'intérieur, vous allez trouver chacun 2 louis d'or, ce sont donc 2 jetons. Ces jetons, à n'importe quel moment de la partie, vous pouvez choisir de les défausser pour relancer un jet de dés que vous souhaitez relancer, justement. D'accord. Mais Il y a pas possibilité d'en gagner. il n'y a pas possibilité d'en gagner, sauf si vous corrompez votre maître de jeu, à savoir moi, ou que j'estime que vous avez fait une action absolument formidable. Un petit bonus. Un petit chèque. On parlera en privé après. On passe pas en live. Si je fais un don sur la chaîne. Mais si vous-même avez le droit à 2 jetons chacun, j'en ai le droit aussi. J'en ai 3 en ma possession. Oh le tricheur. Je peux utiliser également. Oh le coq. Moi j'en ai 7. Allez, hop. Plein au milieu, ça tombe bien. Ah ouais, d'accord, ok. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais lancer le générique et on va pouvoir rentrer tout de go dans la partie. Alors comme ça tu veux partir à l'aventure, gamin. Naviguer sur les flots tel un conquérant. Découvrir des terres inexplorées. Se battre pour sa vie. Et mettre la main sur des trésors dépassant l'imagination. Mais je dois te prévenir, gamin. C'est pas fait pour les marins d'eau douce. Tu devras faire face à de nombreux dangers. Et des horreurs qui hanteront ton esprit jusqu'à ce qu'on t'enterre. Ou qu'on te pende. Alors, toujours partant? Tu veux tenter de lancer les dés? Parfait! Alors bienvenue à bord, Moussaillon. Messieurs, vous êtes dans l'auberge de la Morue Chantante à Port-Réal. Vous êtes arrivés la veille. Vous avez embarqué il y a de cela quasiment 2 mois à bord d'un bateau nommé le Manchotéro, pour des raisons diverses et variées. Un petit bateau de pêche et accessoirement de chasse à la baleine, sur lequel vous avez tous décidé de vous engager à des postes divers. Le problème, c'est que la mauvaise fortune semble s'être abattue sur vous et votre équipage, car à peine 2 mois passés en mer, et vous avez subi l'attaque de pirates. Vous avez dû combattre pour vos vies, mais avez quand même réussi un peu à fuir et à rentrer à Port-Réal. Le problème, c'est que lors de cette bataille, votre capitaine, le capitaine Kotori, un Amérindien qui commandait votre bâtiment, a été blessé. Ces blessures se sont infectées le temps de retourner à la civilisation, et ce malheureux est décédé, là justement à votre arrivée à Port-Réal. Face à cette infortune, la majorité des membres d'équipage qui composaient le Manchotéro sont déjà partis, ou se sont engagés dans d'autres équipages. Vous êtes les derniers, plus ou moins, à être restés fidèles au capitaine, et cela a porté quelque peu ses fruits. Pendant les 2 mois que vous avez passés en mer avec lui, vous êtes plus ou moins rapprochés. Certains étaient déjà familiers avec le capitaine avant d'embarquer. Vous aviez
certains d'entre vous des relations marchandes avec lui, des relations commerciales et cordiales. Et il se trouve que dans son dernier souffle, le capitaine Kotori vous a confié le titre de propriété de son navire. Nous sommes le lendemain de son décès. Vous êtes donc retrouvé au sein de cette auberge. Vous avez le titre de propriété qui est juste posé en face de vous. Et vous êtes en train de débattre sur faut-il garder ou non le bateau. Il faut décider cela vite, car demain matin, si le bateau ne repart pas vers une nouvelle destination, vous devrez payer les frais presque de parking de ce navire qui a déjà séjourné pendant une journée entière dans les eaux boréales. Or, il se trouve que aucun d'entre vous ne veut payer ses frais ou n'a les moyens de payer ses frais. C'est quel genre de bâtiment? C'est un bâtiment assez ancien. Plutôt en mauvais état, qui a été plusieurs fois cassé. Visiblement, il y a eu de nombreux capitaines qui ont séjourné dessus et il a été brisé plusieurs fois et réparé. C'est un bateau, mine de rien, assez solide, pas vraiment rapide et Il faut combien d'hommes pour le... environ. De base, vous étiez un équipage d'une dizaine de personnes, vous étiez 12 au total, pour le capitaine. Mais c'est un petit navire, vous savez qu'à 3, voire même 4 membres d'équipage, c'est suffisant, en se relayant de manière générale, pour le faire naviguer. Vous êtes donc dans cette taverne, la Morue Chantante, un établissement assez modeste, c'est-à-dire un peu craignos d'une certaine manière, le sol est en terre battue, il y a des gens qui sont en train de se battre, d'autres qui sont en train de chanter, on entend des coups de feu en arrière-plan. On entend aussi le son discordant d'un accordéon au fond, et la fameuse Morue, qui est la propriétaire de ce bar, qui chante également et qui accompagne cet accordéon. Mais la principale raison pour laquelle vous êtes venu, c'est que c'est un endroit qui est peu cher et qui est surtout discret, ce genre d'affaires. Ça fait maintenant une petite heure que vous êtes en train d'échanger entre vous. Autour de cette table et autour de ce document officiel, nous avons donc un vieux marin avec une jambe de bois qui semble très perplexe sur le sujet et qui, de temps à autre, semble un peu vous spier en disant « Ah, mais longtemps, vous l'aurez fait différent ». Eugène, c'est Trimar qui s'exprime ainsi, c'est ton personnage. Comment est-ce que tu décrirais à quoi ressemble ton personnage? Alors, donc moi je suis Trimar Algobouk, je ressemble à un petit vieux, en tout cas pour l'époque, parce que j'ai 64 ans. Donc oui, comme je le disais, pour l'époque c'est assez âgé. J'ai un peu roulé ma bosse déjà, on va dire que ma vie est derrière moi. Et donc j'ai l'air d'un marin, ça c'est sûr, et plus précisément d'un pêcheur, puisque je suis baleinier, donc voilà, moi c'est la pêche au gros mon truc. Mais j'ai eu pas mal d'expériences dans ma vie autre que la chasse à la baleine. Et donc je suis un petit vieux un peu aigri, mais qui a l'air de prime abord plutôt sympathique, à la rigueur neutre. Et tout ce qu'il y a de plus banal, vraiment le bon vieux loup de mer tel qu'on peut en voir dans pas mal de tavernes et pas mal de bateaux. Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as pu dire à tes camarades concernant justement cet état, ce bateau qu'on vous alléguait? Quels étaient un peu tes rapports avec le capitaine Kotori? Alors moi le capitaine, je le connaissais de renommée déjà, et puis j'ai déjà eu affaire avec lui parce que étant justement pêcheur et marin émérite, j'ai eu pas mal de fois à le rencontrer pour affaires marchandes. Le rapport était tout à fait cordiaux et professionnel. Et donc ce bateau, je le connais, mais sans vraiment m'y être attaché, parce que j'étais pas spécialement un membre de son équipage auparavant, jusqu'à ce jour. Donc, mon avis sur le bateau, ce serait qu'on règle l'affaire le plus rapidement possible dans tous les cas, mais je serais enclin à en prendre l'héritage, le legs, parce que pourquoi pas, parce que moi j'ai déjà vu ce que j'avais à voir, et je suis prêt à tenter de nouvelles expériences auprès de nouveaux gars qui m'avaient l'air plutôt fiables d'apparence. D'accord. Face un peu à ce discours qui a été amené par votre camarade Trimar, c'est son nom, pendant tout cet échange que tu vas avoir, ces arguments que tu as pu avancer, l'un de tes camarades, d'origine asiatique, avec un physique extrêmement imposant, très trapu,
vraiment presque gigantesque, un véritable colosse aussi bien en taille qu'en largeur. T'as un peu regardé justement bras croisés, et hoche la tête de temps à autre et parle assez peu. De temps à autre, passe la main dans sa barbe, il a un œil de verre. Il s'agit de ton personnage, Gaël, dénommé Deng. Est-ce que tu pourrais le décrire? À quoi ressemble ton personnage? Comme tu l'as dit, un personnage assez volumineux, aussi bien en taille qu'en masse. Oui, donc, du coup, il a un œil vert, à cause d'une cicatrice aussi, qui longe tout le long de son visage. C'est quelqu'un qui parle assez peu, qui a été aussi dans la piraterie, qui était en fait un ancien pirate chinois, mais qui a connu une mésaventure et qui s'est fait recruter justement par notre ancien capitaine. D'accord. Quel est ton point de vue du coup sur cet héritage potentiel et quels étaient tes rapports du coup avec le capitaine Kotori sur les 2 mois que vous avez passés ensemble en mer? Alors moi, le capitaine, on était assez proches parce qu'il m'a directement pris sous son aile, parce que déjà j'ai beaucoup de compétences en art martial, de compétences martiales, et mes compétences en artifice, donc il voyait en moi un grand potentiel, et surtout que ça, je lui rappelais beaucoup aussi sa jeunesse. Exactement, parce que ton personnage est d'origine étrangère. C'est quelqu'un issu justement de Chine, qui a fait un long voyage pour arriver juste ici dans les Caraïbes. Et il se trouve que Kotiri était lui-même amérindien, un natif américain de base, que même ayant subi un certain nombre de regards dévalorisants, surtout dans la profession des marins, et toi-même étant étranger de certaine manière et ayant subi un peu ce même genre de regard, il s'est un peu reconnu là-dedans. Et c'est une des raisons pour lesquelles il t'a pris sous son aile. Nous arrivons au 3e membre de cette équipée. Il s'agit du personnage nommé... Ça y est, j'ai oublié le nom de ton personnage. Aïe aïe aïe. Je m'appelle Sir Orson Bartholomew. Orson Bartholomew. Effectivement, il s'agit du personnage qui, à la tablée, a été le plus, sans doute celui qui a le plus parlé d'entre vous, qui a avancé des arguments. Des arguments d'ailleurs, quels étaient-ils? Plutôt pour prendre ce bateau ou au contraire peut-être pour le laisser tel quel et partir vers de nouvelles horizons? Vous aurez J'étais totalement pour pouvoir reprendre ce bateau, car là je pense intérieurement, je sens du coup que Deng est très proche du capitaine et j'y vois du coup une personne fiable pour pouvoir reprendre un petit peu le bateau. Le trimard du coup qui me semblait aussi un petit peu en bout de course, mais qui avait l'air de vouloir encore repartir pour un petit brin d'aventure avant la dernière traversée. Donc j'y vois de par mon passé, car je suis marchand et un marchand fait les affaires et ce bateau est une affaire. Donc je ne vais pas cracher là-dessus et chercher un équipage pour essayer de faire tourner un petit voyage. D'accord. Orson, du coup, est un personnage qui est aussi assez grave, visiblement. Ce n'est pas un... C'est assez... Par rapport aux autres physiques qui sont présents justement dans cette taverne, qui sont pour la plupart des marins, donc avec des physiques assez marquées par la mer, ou qui sont marquées aussi par une activité physique assez intense, Orson est pareil un peu, ne serait-ce que déjà par ses vêtements, qui sont plutôt de bonne qualité et reflètent une condition de vie et une bourse plutôt remplie, et également plutôt un physique assez ventripotent, visiblement quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de bouger, mais plus de parler et de faire de la négoce. Quelqu'un d'assez souriant, d'assez chaleureux, qui est assez bruyant, et de temps à autre, tu vois tes camarades qui sont souvent obligés de te reprendre tout à fait sur l'épaule pour dire parle un peu moins fort, sois un peu plus discret. Du coup, Orson, à quoi ressembles-tu? Oui, comme tu as pu le dire, Orson, du coup, c'est un marchand qui est issu d'une famille assez réputée, donc il n'a pas vraiment connu la pauvreté, assez grassouillet, et en même temps, il aime beaucoup du coup la bonne nourriture, mais aussi l'argent. Et c'est ce qui fait le trait d'honneur de sa famille. C'est une famille qui du coup a fait fortune dans les Caraïbes. Il est originaire du coup du Royaume-Uni et descendant du coup d'une grande lignée de marchands. Il a su exploiter du coup les différents commerces qui étaient déjà ouverts grâce à sa famille. Mais la piraterie, il a pu voir là-dedans quelque chose de plus fructueux et essayer de passer par
des chemins un peu plus interdits. Donc, il essaye de faire de l'argent un petit peu plus que la voie traditionnelle. Mais physiquement, oui, je pense que tu as tout dit d'une certaine manière. Il est très, très démonstratif. Ok. Vous continuez d'échanger un peu sur les pesant un peu les pour et les contre de faut-il ou non garder ce bateau, le Manchot terreux, sur que faut-il en faire, puisque même si vous conservez ce bateau et que vous décidez de faire voile le lendemain afin de ne pas payer les frais frais portuaires de Port-Réal, il vous faut même une destination et un objectif à remplir. La soirée se passe, vous continuez d'échanger, de voir l'ambiance commence un peu plus à s'échauffer à l'intérieur de la morue chantante, et un homme s'approche. Excusez-moi, je ne peux pas vous déranger, cher monsieur. J'aimerais revenir avec vous. Je peux entendre quelques bruits à votre sujet. Rien de dangereux, ni rien. J'aimerais revenir avec vous. Voilà. Seriez-vous intéressé? Pour faire. Mais voilà, si Orson, vous l'ouvrez beaucoup trop fort à chaque fois. Laissez ce brave monsieur s'asseoir à notre table. Voilà qui est fort aimable. Il s'assoit donc à votre table, à la lueur de la petite bougie qui est posée à côté de l'acte de propriété de votre bateau. Vous le détaillez un peu plus. C'est un homme assez âgé. Il a des vêtements plutôt de bonne qualité, mais qui ont visiblement pas mal vécu. Ils ont l'air d'avoir plutôt pas mal vadrouillé. Il a une longue pipe qu'il tenait dans sa main, qui se pose à parler, qui fume de temps en temps. Il a le visage assez marqué, assez proche d'un rapace d'une certaine manière, un aquilin. Les cheveux gris doivent avoir à peu près une quarantaine d'années, ce que vous pouvez en estimer. Et un visage assez austère, mais malgré tout, vous sentez qu'il a l'air d'essayer d'ouvrir le dialogue et d'être plutôt sympathique. Et il y a visiblement un peu deux salles, deux ambiances, si je puis dire, vis-à-vis de ce personnage. Là, à la fois, il semble être plutôt d'aspect avenant, mais il y a quelque chose qui semble profondément l'avoir marqué. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Vous voulez un verre? Quelque chose? Et ce ne serait pas le refus que de prendre ce verre. Vous remarquez qu'il a une partie gauche de son visage qui semble être un peu légèrement paralysée. Je ne comprends en fait que la partie droite. Et je ne serais pas un refus. Quand il y a un mauvais jour, effectivement. Non, la raison de ma je vous ai dit, un membre de l'équipage du Manchot terreux. Tout dépend. Vous avez l'air d'un drôle d'oiseau. De quel nid êtes-vous tombé? Oui, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Effectivement, c'est fort un peu. Mon nom est Nigel Garfield. Je suis moi-même négociant et armailleur. Peut-être vous l'avez déjà entendu dans certaines bouches, si vous interrogez les autres marchands. Évidemment, je suis quelqu'un d'assez connu et à qui on peut faire confiance. Là, du coup, je me lève. Évidemment, j'ai entendu parler de vous. N'avez-vous jamais entendu parler des Bartholomew? C'est moi. Un jet, s'il te plaît. Un jet de réseau. Je crois que tu as une compétence réseau, toi. Moi, je vais tout exploser. J'ai des 12 en réseau. Très bien. Alors, jette-moi du coup un des 12 qui correspond à ta compétence et un des 6, s'il te plaît. Donc, je vais faire plus de 4. Tu vas faire 4 ou plus. Tranquille. Nice. Ça s'additionne pas. C'est le meilleur des deux. Non, tu choisis le meilleur. En revanche, si jamais l'un des dés fait le maximum, c'est-à-dire soit 6, soit 12 sur l'autre, tu peux relancer un dé et là tu additionnes le résultat suivant. Ce qu'on appelle le dé fait un as. Je fais un 12. 12 et... D'accord. 12 et 5. Tu as fait le maximum avec le 12. Relance donc ton dé 12. Et en matière d'échec. Ouais, tu vas faire. C'est quoi? Je dirais 7. Ok, 7. 12 et 7, tu fais 19 par rapport à 4 ou plus, c'est effectivement une très belle réussite. Ouais, En matière d'échec critique, si jamais vous faites un nul sur le 2 dés que vous lancez, il y a des séquences catastrophiques à votre jet. C'est ça qui est considéré comme un échec critique. Et là, en l'occurrence, tu as fait une passe et a explosé, donc tu as fait un maximum. C'est une réussite excellente. Et effectivement, le nom des Grafton n'était pas inconnu.
C'est... Surtout mon nom, il faut que je connaisse. c'est bien après. Là, c'était plus justement un jet pour savoir si tu connaissais ce nom. Grafton, c'est effectivement une vieille lignée de marchands qui viennent de Hollande. Et dans tes souvenirs, la dernière fois que tu as entendu parler d'eux, ce n'était pas de simples marchands et négociants en tout genre, mais plutôt plus précisément liés au commerce de pierres précieuses et à la joaillerie. Voilà les informations que tu te rappelles. Les joyaux. Vous êtes donc de la lignée des parvenus, si je puis me permettre. Effectivement, votre nom de famille n'est pas inconnu dans les îles des Caraïbes. Vous avez le dernier descendant devant vous, mais je dois dire que votre famille est aussi très, très, très célèbre. Effectivement, je sais que mon nom n'est pas tout à fait un nom. Mais un nom est un nom, et les actes parlent mieux des fois qu'un nom. Bien parlé. Écoutez, je suis dans une situation particulière. J'ai effectivement entendu parler des mêlées de votre équipage et du manchot d'Héros, comme quoi, malheureusement, votre capitaine était décédé et que vous étiez visiblement les héritiers de ce navire. Malgré nous. Je pense que nous avons un intérêt commun. Quel dommage. J'ai moi-même besoin d'un bateau et d'un équipage. Voyez-vous, il y a de cela quelques jours, mon propre navire, qui devait naviguer vers l'Espagne, rempli de pierres précieuses, a été pris dans une tempête. Le navire s'est échoué, malheureusement. Nous avons dû survivre pendant quelques jours avec l'équipage restant sur place, avant de devoir prendre un canot et de devoir quitter cette maudite île, car malheureusement, quelques populations autochtones avaient élu domicile sur place et avaient décidé de s'en prendre à nous. Nous avons été recueillis par un navire de passage, et depuis j'essaie désespérément de retourner sur cette île. Mais l'emplacement, afin de récupérer mon navire personnel et surtout la cargaison qui est sur place. Voilà ce que je vous propose. Nous ferions ensemble. Je partage avec vous la marchandise de cela et potentiellement les fruits de la vente sur cette étienne. Alors, dans votre giron, il a le pierre, il veut qu'on les... On va chercher les pierres. Non, on va chercher les pierres, merci, qui a raison. Et elle a coulé du coup, vous l'avez échoué. Le navire n'a pas coulé, le navire s'est simplement échoué sur la plage de l'île en question. Il nécessiterait quelques réparations. Monsieur, Ah bah, en parlant de réparation, je me permets de vous prévenir. Sachez que le manchot terreux, c'est quand même... non mais c'est pas de la ruine, mais on n'est pas loin du bateau que vous venez d'échouer. Hein. Carrément, c'est pas de la belle bête. Ne soyez pas aussi pessimiste, Trimard. Je suis sûr que mon réseau peut me permettre de trouver de très bons ferrailleurs et autres charpentiers dans la ville de Port-Réal. Et ben tant mieux. Et ceci dit, mon cher monsieur, je ne sais plus votre nom. Nigel. Excusez-moi. Voilà, l'alcool. Nous serons très heureux, je pense. Je suis sûr que Deng sera d'accord avec nous. Ne comprends pas ce qu'on dit. Est-ce qu'il parle notre langue au moins? Je suis sûr qu'il sera d'accord avec nous pour honorer du coup cette proposition que vous nous faites. Si cela vous va, bien sûr. C'est la raison de ma présence en ces lieux. Si vous êtes d'accord pour naviguer avec moi et que je vogue avec vous jusqu'à cette fois. Mais j'exige la stricte moitié du trésor. Il va nous falloir une avance aussi. Tu demandes une moitié? Toi, tu demandes une avance? Une avance. Et pas une petite. Vous allez me faire, s'il vous Faut pas plaît... que je la négocie. Qui a persuasion entre vous deux? Moi. Très bien. T'as persuasion, toi? J'ai perception. Persuasion. Persuasion. Ouais, c'est ça. Eh bien, nous allons faire un jet de persuasion opposé. Entre toi et moi? Entre toi et justement ce cher Nigel. Alors, voir qui peut la chanter. Sachant que ce cher Trimard semble appuyer un peu, ouais, il s'en... il y aura un bonus de plus sur ton jet de dé. Alors je pense que je suis en train de soutenir ce jeune blanc mec. Oh là, Maro! On prépare mon cheval. Il y a un délice, hein. Tu me déçois franchement, gamin. Combien de coups? Je prends 4, mais je rajoute 2 grâce au... Ok, donc ce qui fait 6. 6. Très bien. Les affaires sont les affaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur mère, je te donnerai pas une minute sans moi.
Actuellement, plutôt sur 25% peut-être. La moitié me semble très excessif. Je suis d'accord par contre pour payer une avance. Si cela peut vous permettre d'être un peu plus en profit. Si 25% sont partagés, moi ça me... Très bien. Et effectivement, c'est 25% partagé après entre nous. J'espérais pas plus, mais bien joué. Quel sera le montant de l'avance? Ne nous laissons pas faire. Le montant. C'est quoi le niveau de vie déjà dans la vie? Je vous propose 5 pistoles dès ce soir, et 10 pistoles demain lorsque nous embarquons. Enfin, lui. Les 5 pistoles, c'est à peine ce que je viens de payer pour mon verre. Faut vous foutez de moi. 5 pistoles, c'est à peu près le... Justement, c'est ce que je disais. Écoutez, Après, pour payer les 5 barils que je viens de pas. Écoutez-moi. Je comprends pour les arois et ce genre de choses. Je comprends que dans conséquent troublé de piraterie, il est tentant d'essayer d'abuser de la faiblesse d'autrui. Vous parlez d'abus, mais vous vous présentez à des hommes en deuil. Nous venons de perdre notre capitaine. Vous nous prenez pour des oies. Non, par contre, j'ai l'impression que vous essayez de me prendre pour une oie, messieurs. Vous parlez de temps d'abus et vous vous présentez à nous comme une fleur. Je peux toujours demander à un autre équipage de m'accompagner, si vous souhaitez. J'attends de voir le montant de l'avance, c'est tout. Un peu déjà le montant de l'avance. 5 pistoles ce soir, 10 pistoles demain. Je crois Six. que c'est amplement plus que votre simple paye de marin, qui était le... Laissez-moi calculer, je crois 3 pistoles par jour dans la nuit. Sachez, je ne crois galet que je ne suis pas qu'un marin. Je suis également un pêcheur. Et je ne me permettrai pas d'insulter ma profession. J'ai le respect pour cette profession, et c'est pourquoi je connais effectivement bien le salaire de celle-ci. Eh bien, 5 pistoles et vos excuses. Je ne m'arrêterai pas. Fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Volonté. C'est tes caractéristiques principales. Tout en. Ton intellect, vigueur. Âme, du coup, ça va être. Âme, pardon. Donc 2d6. Il faut que j'aille au petit coin. Ici m'appelle, excusez-moi. Tu disais, Trimard, tu t'es levé du coup sur ta béquille pour prendre plus de prestance et plus d'assurance pour faire cette négociation. Le problème, c'est que en te levant de la sorte brusquement, en fait, tu as oublié qu'il y avait la table juste au-dessus. Donc tu la renverses littéralement. Le contenu qui était dessus se renverse et tu vois, et du coup tu as le verre dedans qui tombe sur toi, qui est totalement vide. Alors, le tribard ne pouvait pas tenir en place. Oh mon limbago. Et surtout, autre chose plus importante, la bougie qui était dessus roule et vient s'écraser Météorite sur la tête. au pied d'un marin qui était occupé avec une serveuse qui était assise sur ses genoux. Et la bougie commence à consumer une partie de sa chaussure. Bon, je peux réagir. Correct. Bon, tant que je suis debout, du coup, j'en profite pour cracher ma chic sur la bougie. Tu craches du coup ta chic, éteins immédiatement du coup ce début de feu. Le marin. Excuse-moi, gamin. L'alcool, je sais ce que c'est. Je me rassois sans regarder. J'avais dit, c'est plus. Je vois qu'il se lève d'un bond, tire la serveuse qui était justement sur ses genoux qui s'effondre sur le sol, prend une chope qui est sur la table juste à côté de toi, et te la lance au visage. Je n'évite pas. J'ai des réflexes assez... Pas d'esquive. Tu ne tentes pas une esquive? Je tente une esquive. Tu tentes une esquive? Je tente une Fais-moi un jet d'agilité. C'est dans tes caractéristiques principales. Agité D6. D6. Comment? Sur Saint-Hilaire. J'ai fait un 6. Tu as fait un 6. Ok. Tu vois la chope de bière qui arrive sur ton visage. Tu attends de faire un petit mouvement de côté. La chope s'écrase sur le dos d'un homme torse nu avec une très grosse barbe qui se retourne
Et moi, je suis baissé, moi. Deng, tu voulais faire quelque chose? Ouais. La table, elle est lourde ou pas? Est-ce que je suis assez fort pour la prendre? La table, tu peux la... Et facilement. Pour l'instant, elle est par terre. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je vais la prendre et la lancer sur un mec qui a lancé la chope. Je vais rajouter derrière en disant Deng, est-ce que vous pouvez nous débarrasser, s'il vous plaît, de ce petit inconvénient? Si vous voyez, mais de manière, comment dire, modérée, bien évidemment. En tout cas, je le vois prendre la table. À prendre la table, et tu n'as pas le temps de faire ça, que tu vois le gros barbu, du coup, qui traverse en fait et se dirige vers l'homme qui veut cesser la chope de bière et qui veut saisir au col. Et quoi? Qu'est-ce que ça fait cette demi-heure, une tête de nœud? Violent coup de tête au niveau du nez, vous entendez un craquement pas possible. Vous voyez la serveuse qui est au sol, qui... Allez! Bon, ça part en pugilat général. Vous voyez deux hommes en fait qui se chargent de la sécurité dans la morue de la morue chantante, qui commencent à débouler vers la source de la bagarre. Vous voyez un petit homme frêle qui commence à s'approcher et qui essaye de faire les poches des deux hommes qui ont roulé à terre et qui se battent vraiment comme des chiens. C'est en train de partir en véritable pugilat, en véritable scène de bagarre dans cette taverne, une bagarre générale. Nigel vous regarde. N'est-ce pas un merveilleux endroit pour pouvoir discuter, mais j'adore ce genre d'ambiance. Je vous propose d'aller dehors. Je vous propose plutôt que de prendre congé, messieurs. Je pense que l'affaire est entendue. Nous le retrouverons le matin. Oui, Très bien. Mais plutôt, nous restons ici et vous pouvez sortir. Très bien. Et on va partir. Et il vous donne à chacun 5 pistolets. Il va te faire affaire avec vous. Allô. Merci, mon prince. Mes pistoles sur mon cahier. Sur mon cahier de vacances. Vous ramassez donc les pièces qui vous ont été données. T'as zéro qualité pour. Vous regardez pendant un certain instant et vous profitez de la cohue générale pour vous esquiver discrètement, sans payer vos consommations. Et vous vous enfoncez dans la nuit avant de rejoindre votre bateau dangereux pour y passer quelques heures de repos avant l'heure à laquelle vous reprendra ce cher Nigel.